Podfreeze, épisode 2. Jeux de société et société de jeux. Comme disait Oscar Wilde, aimer le freeze est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Salut Nathan. Hello Arnaud. On se retrouve comme tous les lundis matins du semestre pour parler de culture et d'actualité dans le podcast du Centre Freeze. Aujourd'hui, nous allons parler du thème très large du jeu. Dans la première partie, nous parlerons du jeu d'un point de vue plus scientifique pour nous donner une idée de ce qu'est le jeu et d'à quoi sert le jeu. Ensuite, nous discuterons avec Thierry, notre invité, un passionné et un spécialiste qui nous partagera ses expériences et sa passion pour les jeux en tout genre. Et justement, ce podcast est en lien avec l'activité de demain au Centre Freeze, donc du mardi 29 septembre, qui est une soirée de jeux dans laquelle en fait Thierry va amener une dizaine de jeux auxquels on pourra jouer et desquels il nous expliquera les règles. Nathan, toi qui es un peu plus informé sur le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est donc l'étude du jeu et à quoi ça sert ? Alors effectivement, j'ai passé un peu ma semaine à lire à gauche à droite des bouquins sur l'anthropologie du jeu, des articles, etc. Et là, c'est surtout un espèce de point de vue un peu global que je vais vous montrer, et pas forcément des réponses à des questions hyper précises. Donc effectivement, l'anthropologie et la sociologie, en général les sciences sociales, elles s'intéressent assez longuement sur ce qu'est le jeu. Je vais l'expliquer pourquoi aussi, parce que c'est toujours important de savoir pourquoi en fait on s'intéresse à ces choses-là. Et je dirais que oui, donc c'est un sujet très d'actualité, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas longtemps, en 2015, toute une revue du Maos, la numéro 45, qui est sortie sur exclusivement l'esprit du jeu en fait, okay. Sur qu'est-ce qui fait que chez l'humain on joue en fait. Ouais, et c'est une revue scientifique, c'est ça ? C'est la revue scientifique, du coup Maos c'est Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et c'est une revue scientifique de sciences sociales qui est assez renommée en fait. Ouais. Okay. Où d'ailleurs fait partie Monsieur Gauthier qui est à l'université de Fribourg. Et donc voilà, l'anthropologie du jeu c'est apparu au XXe siècle par deux ouvrages principaux. Le premier qui s'appelle Homo Ludens par Johann Huizinga, qui est sorti en 1938. Ok. Le deuxième, L'homme et le jeu par Roger Caillois, qui est sorti en 1958. Donc c'est une thématique qui est arrivée au XXe siècle, et surtout ces livres-là, il ne faut pas les lire maintenant de manière en disant que c'est le point de vue de la science actuelle. Faut les voir comme un premier jet. Des bases en fait, voilà. Quelque chose comme ça, et ça a bien évolué. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, et les théories aussi ont bien changé. Ok. Très bien. Du coup, donc ces théories actuelles, qu'est-ce que c'est plus ou moins, ou dans quelle direction donc va par exemple l'anthropologie du jeu aujourd'hui ? Alors ouais, c'est marrant parce que dès ces deux premiers ouvrages-là, il y a deux perspectives un peu qui commencent à émerger sur le jeu. Ok, deux courants. Deux courants, on peut dire. Il y a un peu le courant anthropologique qui va se poser la question qu'est-ce que l'esprit du jeu ? Pourquoi est-ce que l'humain joue ? Et qui en fait constate que c'est peut-être une activité qui est vachement plus essentielle qu'on peut le percevoir au premier abord. Tu vois. C'est pas quelque chose qui est superficiel. Dans beaucoup de sociétés, voire toutes humaines, on constate que le jeu existe, et même chez les animaux, les espèces animales, on constate que le jeu existe aussi. Comme tu me dis ça, moi j'ai l'image par exemple d'un lionceau qui joue avec ses frères et sœurs, qui joue à, je sais pas, à se faire peur ou à se surprendre, et puis du coup là ça peut servir d'un exercice pour la chasse après, ou bien ce genre de choses. Mais il faut rien que d'avoir vu un chien ou un chat dans sa vie pour se persuader que bien sûr, les animaux jouent aussi. Et il y a même des études justement d'éthologie, de constatation des animaux, etc., qui concluent au fait que même les fourmis jouent à des jeux. Il y a comme ça des simulacres de guerre qui est juste simulé du coup, qui pour aucune raison première en fait, qu'on pourrait expliquer juste par je sais pas, la survie de l'espèce, etc. Peut-être que
A posteriori, ça peut jouer dans la survie comme un d'espèce. exercice ou quelque chose comme ça, Voilà. une simulation en fait qui nous prépare à la réalité quand on aura l'événement en face de nous. Mhm. Mais effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, on pourra en revenir plus tard aussi. Bien sûr, ouais. C'est intéressant aussi la relation avec la philosophie utilitariste, Ouais. en fait. Ouais. Voilà. Et donc, tu nous as parlé de ces deux courants. Donc, pour résumer, si tu arriverais à dire en deux mots ce que c'est un et ce que c'est l'autre. Alors, du coup, j'ai parlé du premier qui est justement plus anthropologique, Ouais. qui est le Homo ludens, donc considérer que l'homme a quelque chose de fondamental dans le jeu, que le jeu est au principe même de la culture. Ok. Ça, Ouais. je pourrais en revenir un petit peu plus tard sur cette conception-là. La deuxième conception, c'est de considérer le jeu comme une sphère spécifique d'une culture, c'est-à-dire comme un événement séparé des autres événements dans une vie. Et Ok. on va dire qu'il y a un début et un fin d'une jeu, il y a un lieu spécifique au jeu. Ouais. Et Donc, du c'est coup- c'est quelque chose, excuse-moi, c'est quelque chose qui te sort un peu de ta réalité en fait. C'est ça. Qui te crée un peu une bulle qui est le jeu en fait. Mhm. Et la perspective du chercheur là, c'est de considérer le jeu comme quelque chose d'isolé des autres événements de la vie, en fait. Ouais, et pas forcément donc dans cette deuxième idée, c'est pas le mettre en relation avec les autres phénomènes de la vie en fait. C'est juste de traiter le jeu en particulier ou quand même. Alors effectivement, c'est plus traiter le jeu en particulier, mais après il y a toujours des passerelles faisables dans la recherche, etc. Mais surtout ces personnes-là, ces chercheurs-là, ils vont surtout chercher à caractériser et à définir ce qu'est le jeu D'accord. et à donner des types en fait de pourquoi est-ce qu'on joue, enfin des types de qu'est-ce qu'on cherche dans le jeu et qu'est-ce qui apparaît dans le jeu. Ouais, en fait. je vois. Alors, comme tu l'as mentionné, ces chercheurs, ils essaient de définir ce que c'est le jeu en fait. Et du coup, est-ce qu'ils ont plusieurs définitions? Comment on pourrait concevoir ça en fait d'un point de vue plutôt scientifique? Alors effectivement, comme je disais, il y a deux choses à définir. Il y a l'esprit du jeu, donc pourquoi on joue, et il y a la définition du jeu. Qu'est-ce que le jeu? Et en Est-ce qu'on va commencer par ça du coup plutôt? Qu'est-ce que le jeu? Et puis après on traitera. on peut si ça te totalement. va, ouais. On peut totalement. Donc finalement, qu'est-ce que le jeu? Dans Roger Caillois en 1958, il allait déjà essayer de le définir. Et pour lui, c'était un événement ou une pratique libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jouer. Et dès le moment où on est obligé de jouer, ce n'est précisément plus un jeu. C'est ça, ouais, c'est ça qui donne le caractère de jeu à l'activité qu'on fait en fait. Exactement. Ouais. Et c'est une activité qui est séparée justement, comme je te disais, ils essaient de séparer, de dire qu'est-ce qui dans la vie est jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que cette limite-là, des fois, elle est un peu confuse, tu vois. Donc circonscrite dans les limites de l'espace, du temps. Elle est incertaine dans le sens où on ne peut pas savoir à l'avance, ou bien plutôt le principe même du jeu, c'est de ne pas savoir à l'avance quelle sera son issue. Elle est improductive, ou entre guillemets inutile pour le joueur, c'est-à-dire que le joueur, faut voir plutôt comme ça, c'est-à-dire que le joueur il va pas se dire, il va pas jouer pour quelque chose, il va jouer pour le jeu, Ok, et ouais. non pas pour quelque chose d'autre, pour une autre fin. Et les deux dernières caractéristiques du jeu, c'est qu'elle est d'un côté soit réglée avec des règles précises, etc., ordrées, mais d'un autre côté fictive, c'est-à-dire que le joueur il agit en tant que créateur, c'est-à-dire qu'il va jouer avec les règles. Donc il y a un certain jeu, en fait, une balance entre d'un côté les règles et de l'autre côté le joueur et, on pourrait presque dire, sa liberté, en fait. Et le fait qu'il puisse, dans certains jeux, il y a certains jeux qui sont moins réglés, où le joueur a plus de marge d'action et il peut, entre guillemets, plus jouer. Ok. Donc, si je résume un peu ce que tu dis et si je l'ai bien compris, on peut voir ça comme, au lieu de jouer avec les règles de notre société, par exemple, ou de notre monde réel, en fait, on réduit ça à un moment, un espace, et du coup, comme ça nous permet de aussi tester des limites de ces règles-là, ou de pouvoir les tourner dans tous les sens, et de s'échapper, en fait, de ces règles, peut-être du monde qui nous entoure, et pour se rediriger, et puis s'amuser, en fait, avec des règles qui sont construites sur le moment, en fait, simplement juste pour le jeu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est la limite en fait entre le jeu et le non-jeu. Et c'est ça qu'essaie de faire une définition du jeu, c'est de dire on limite une activité à un jeu et comme ça on peut dire que cette activité c'est un jeu, cette activité ce n'est pas un jeu. Et c'est ça en fait dans cette conception qui est aussi problématique parce que cette limite-là on peut jamais vraiment la définir de manière extrêmement fixe. Oui, je vois bien. Et du coup, ce qu'on peut quand même garder du jeu, c'est généralement qu'elle s'oppose à des conceptions. Le jeu, l'existence même du jeu s'oppose à des conceptions purement utilitaristes.
dans le sens où les utilitaristes ils prétendent que tout ce qu'on fait dans la vie vise à nous préserver notre intérêt et a fortiori la survivabilité de notre espèce. Et là, finalement, en fait, la fin première quand on joue à un jeu, c'est de jouer au jeu et peut-être d'en retenir un certain plaisir, mais on voit difficilement comment... Ça peut être par exemple quelque chose de productif en fait. C'est ça que tu t'entends par là en fait. Le but c'est justement que ça aille pas forcément de but de jouer en fait. Voilà, exactement. Mais ça peut être productif dans un deuxième sens. Par exemple, il y a la psychologie clinique qui utilise le jeu, il y a des serious games, voilà, etc. Mais c'est toujours en deuxième temps. Le joueur, quand il joue simplement. Et il le fait pas pour maximiser ses profits ou en retenir quelque chose de particulier. Ça marche. Et alors donc tu dis quand le joueur il joue simplement, et donc c'est quoi ces différentes raisons de jouer? Est-ce que c'est possible de classifier ça, donc de dire pourquoi les gens en fait ils jouent, et puis est-ce qu'il y a des catégories de joueurs, si on peut dire ça comme ça, ou de joueuses bien sûr? Alors dans la définition, enfin plutôt dans les typologies de jeux qu'on peut faire, on va essayer d'identifier en fait qu'est-ce qui dans un jeu est attirant, et peut-être les différentes caractéristiques que peuvent revêtir les jeux. Roger Caillois, en 1958, il fait une typologie de 4 choses qui dans le jeu peut être attirantes. Donc en premier lieu, il appelle ça l'agone, l'agonistique, c'est la compétition. D'accord, ouais. Donc, ça on image bien, donc c'est d'être le meilleur que les autres avec des règles en fait, et sur un plateau de jeu par exemple, ou de n'importe quel type de jeu. Donc cette compétition là on l'a bien dans la tête, ouais. Donc et c'est ce qui se trouve de manière dans la conception moderne, contemporaine, c'est ce qui se trouve surtout dans le sport. Voilà. En deuxième lieu, ce qui peut être attiré dans le jeu, c'est l'aléatoire. Ce qu'il appelle lui aléa, c'est justement là où l'agone, on se réfère uniquement à nos capacités propres et de rien d'autre en des causes extérieures, c'est-à-dire juste en notre performance. À l'aléatoire, au contraire, on va juste se reposer sur des causes extérieures. On va se laisser en fait porter par des causes extérieures. Et c'est ça en fait le jeu entre l'agone et l'aléa. C'est-à-dire que par exemple, il y a des jeux qui vont mixer un peu les deux, par exemple les jeux de cartes, où en fait on va recevoir des cartes aléatoires, mais avec ces cartes on va pouvoir jouer avec et constituer le meilleur de ce qu'on peut en faire. Donc oui, on a une situation de base, donc distribution des cartes qui est aléatoire, et puis le but c'est chaque fois de cette situation donnée, donc aléatoire, d'en tirer le meilleur des parties. Et, dans un contexte de compétition. Oui, bien sûr, donc on a un mix d'aléatoire et de compétition, donc qui sont ces deux premières catégories qu'on a évoquées. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, il y en a d'autres, deux précisément. La première, c'est ce qu'ils nomment... Donc la troisième, c'est ça ? Oui, la troisième du coup, c'est ce qu'ils nomment mimicry en anglais, donc c'est le mimétisme. C'est ce qui dans un jeu en fait va nous amener à mimer, à imiter en fait d'autres choses ou d'autres personnes. On pense tout de suite par exemple au loup-garou, dans lequel en fait il faut faire croire aux autres qu'on n'est pas un loup-garou, ou en tout cas mimer l'innocence en fait. Ouais. Donc c'est un peu cette idée par exemple aussi des jeux de rôle, donc on rentre dans la peau d'un personnage, et après si on est dans un jeu de rôle, je sais pas, un mage très intelligent qui a beaucoup de pouvoir, on va rentrer dans ce personnage et il va faire corps avec nous en fait, et on va être lui et c'est ça qu'on recherche aussi de pouvoir se déplacer sa personne en fait dans un personnage, donc c'est ça le mimétisme. Exactement, et c'est là où rentre aussi le théâtre, parce que en fait la définition de Roger Caillois, elle est très large, c'est-à-dire que on peut y faire rentrer le théâtre, et même on peut y faire rentrer ces pratiques qui, quand on est enfant, fait que on imite de jouer un certain métier, on imite un avion qui vole avec un jouet ou etc. Et toutes celles-là rentrent dans cette catégorie-là qui est le mimétisme. Et la dernière du coup, excuse-moi. Oui, la dernière catégorie, c'est ce qu'il appelle e-lynx ou e-lynx, c'est le vertige en fait, c'est-à-dire ce dépassement en fait des sens qui est trouvé en fait dans des jeux qui sont peut-être un peu stressants, dans par exemple des sauts en parachute, des choses comme ça, où en fait on va essayer de dépasser notre condition, enfin de tester même les limites même de notre condition humaine. D'accord.
Et cette conception-là, elle est aussi liable avec le mimétisme. C'est-à-dire qu'on a tous vécu ce moment-là où, je sais pas, par exemple dans le loup-garou, où on a vraiment des sueurs froides, etc. On est vraiment stressé parce qu'on a peur d'être dévoilé. Et cette attitude de mimer une autre personne, ça fait toujours cette impression, en fait, là. Je vois. Donc si on résume, on a les 4 catégories de raisons pour lesquelles on joue, donc qui sont la compétition, donc le sport, le premier exemple qui nous vient en tête. Ensuite, l'aléatoire, comme tu as dit, soit des dés, soit des cartes. Donc on doit faire au mieux avec une situation donnée qui est aléatoire. Donc, et ensuite, on a le mimétisme, donc quand on se met dans la peau d'un personnage. Et la dernière catégorie, je me rappelle plus du nom exactement. C'est Ilinx, le vertige. Exactement, donc le vertige, donc, qui est plutôt une recherche de sensations, en fait, d'émotions au travers du jeu. Exactement. Très bien, je pense que c'est beaucoup plus clair d'avoir ces catégories et ça fait sens. Et Roger Caillois, il ajoute aussi 2 autres catégories qui sont un peu hors de ce qu'on recherche dans le jeu, mais ça peut aussi être lié, c'est les règles ou la créativité. C'est un peu un spectre dans lequel où finalement d'un côté on est tenu par des règles très précises qui sont créées à l'avance, mais d'un autre côté on agit en tant que créativité, c'est-à-dire qu'on joue avec ces règles-là. Il y a un certain jeu et c'est ça l'intérêt du jeu aussi. Et ça revient à ce qu'on disait aussi au début, donc exactement de pouvoir jouer, utiliser ces règles comme on pourrait pas forcément le faire en fait dans le monde réel, et du coup on utilise ces règles-là pour expérimenter par exemple. Et on peut par exemple catégoriser des jeux, par exemple les jeux de sport typiquement, c'est un jeu agonistique, c'est-à-dire de compétition, qui est très réglé et finalement avec une marge de manœuvre très peu grande des individus, c'est-à-dire que ça dépend quel sport bien entendu, mais si on prend l'exemple pour ce que tu dis, par exemple le 100 mètres en athlétisme, c'est quelque chose de très réglé, il y a peu de... On peut pas jouer avec les règles du 100 mètres quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, je vois bien. Et au contraire, le théâtre, c'est une pratique qui est pas très peu compétitive, ça dépend des cas, mais qui justement monopolise plutôt la créativité, et là c'est vraiment où il y a très peu de règles en fait. Il y a peut-être des règles de bienséance effectivement qu'on ne peut pas dépasser, et si on dépasse ça n'est plus du théâtre précisément, mais elles sont très faibles en fait ces règles. Ouais. Je vois. Et donc maintenant qu'on a vu ces différentes catégories de jeux, donc c'est quoi en fait l'intérêt des sciences sociales, donc de la sociologie ou de l'anthropologie, donc l'intérêt qu'a ces sciences-là pour étudier le jeu en fait? Je vais repartir un peu des 2 types de sciences sociales qui étudient le jeu. Et du moins l'intérêt de les classer comme ça, c'est justement d'étudier précisément qu'est-ce qui plaît dans le jeu et d'aller vraiment dans des terrains très proches où par exemple on va étudier des joueurs, des rôlistes, etc. Et on va regarder vraiment quelles sont leurs pratiques spécifiques et qu'est-ce qui les attire en fait dans... je dis mal rôlistes, ça veut dire les gens qui jouent au jeu de rôle. Et qu'est-ce qui les attire en fait dans le jeu de rôle, etc. Et qu'est-ce qui est à côté en fait en tant que sociabilité dans le jeu de rôle. D'accord. Donc ça c'est un peu le premier intérêt que je vois dans les sciences sociales. Et le deuxième intérêt c'est du coup une théorie plus globale, c'est de se demander qu'est-ce que l'esprit du jeu justement. Et là en fait il y a toute une théorie en fait qui justement provient de Homo Ludens qui est sorti au début du XXe siècle, qui se demande en fait quel est le lien entre le jeu et la culture. Et qui voit précisément que le jeu il peut être en fait là où d'habitude on se dit d'abord il y a la culture et ensuite il y a le jeu en fonction de la culture. En fait l'esprit du jeu peut même être avant la culture, il peut précéder dans la culture dans le sens où il peut même former la culture en fait, et donc c'est par le jeu que peut se former une partie de la culture, c'est ça? Et c'est ça en fait la conclusion de Huizinga dans Homo Ludens, c'est-à-dire pour lui le jeu rend même possible la formation de la culture. D'accord, et donc c'est une prémisse de la culture, c'est ça? Et son argument c'est finalement la faculté même de considérer un rival comme n'étant pas son ennemi, c'est-à-dire la différence qu'on a entre la rivalité et l'ennemi en fait, entre la guerre. C'est ça qui est au fondement même d'une société, c'est-à-dire que par exemple quand tu dois deal avec des problèmes dans une telle société, par exemple en famille, tu vas jamais considérer ta famille comme un ennemi, mais tu peux
t'opposer à des conceptions de ta famille, à leurs avis, etc. Et pour lui, c'est ça qui est vraiment au fondement même d'un ordre social, en fait. D'accord, ouais. Donc ça, en fait, ça établit des règles qui sont après utiles dans la réalité, en fait, le jeu, en fait. Donc donc on peut être opposé, par exemple, si on fait un match de tennis, par exemple, tous les deux, mais après, c'est pas pour autant qu'on sera ennemis, en fait. C'est ça, donc c'est cette distanciation qui peut aussi vraiment servir assez simplement dans la vie réelle, en fait. Et cette distanciation qui est vraiment fondamentale dans les relations sociales, en fait, parce que dans les relations sociales, on interagit, etc., mais finalement, on n'arrive pas à cette radicalité-là de tuer la personne avec laquelle on est, tu vois. Et c'est ça qui est, voilà. Donc, l'ordre même au sein d'une rivalité, c'est ça un peu qui est... D'accord, ouais. Et du coup, peut-être pour conclure cette partie-là, ça peut être intéressant, si vous voulez faire encore plus de recherches sur l'anthropologie du jeu, de lire justement, il y a dans la revue du Maos, numéro 45, qui est sortie en 2015, qui est en fait dédiée entièrement à la sociologie du jeu, à l'esprit du jeu. Ils ressortent un peu ces deux théories-là fondamentales et ils les mettent un peu au jour. D'accord. Et c'est vraiment intéressant de lire si vous êtes intéressé. Le besoin nous contraint au travail, dont le produit apaise le besoin. Le réveil toujours nouveau des besoins nous habitue au travail. Mais dans les pauses où les besoins sont apaisés, et pour ainsi dire, endormis, l'ennui vient nous surprendre. Qu'est-ce à dire ? C'est l'habitude du travail en général qui se fait à présent sentir comme un besoin nouveau, adventice. Il sera d'autant plus fort que l'on est plus fort habitué à travailler, peut-être même que l'on a souffert plus fort des besoins. Pour échapper à l'ennui, l'homme travaille au-delà de la mesure, de ses autres besoins où il invente le jeu, c'est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui du travail en général. Celui qui est sous du jeu et qui n'a point, par de nouveaux besoins, de raison de travailler. Celui-là est pris parfois du désir d'un troisième état, qui serait au jeu ce que planer est à danser, ce que danser est à marcher, d'un mouvement bienheureux et paisible. C'est la vision du bonheur des artistes et des philosophes. Nietzsche, Humain trop humain, paragraphe 611. Donc on est avec Thierry qui est l'animateur qui viendra animer en fait la soirée jeu du mardi 29 septembre au Centre Frise. Donc qui est demain si vous écoutez le podcast quand il sort. Salut Thierry. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Thierry, donc, tu es animateur, en fait, tu t'animes des soirées jeux, notamment au Belvédère à Fribourg. Est-ce que tu peux un peu te présenter, d'où tu viens, etc. Pourquoi tu fais ça Alors, Thierry, 43 ans. Je fais des animations jeux au Belvédère principalement depuis maintenant, c'est ma 7e saison. Qui vient de commencer en septembre et ça fait déjà 118 soirées jeux à mon actif. Plus j'ai fait quelques animations dans des écoles sur demande, toujours en partenariat avec la Bulle. Très bien. Et donc, t'es tombé dans cet univers du jeu qui est hyper large quand t'étais petit, ou bien comment c'est arrivé ? C'est arrivé progressivement, ou bien depuis tout petit, c'était une évidence pour toi d'être dans ce domaine-là, en fait, puis de jouer, en fait, simplement ? J'ai un parcours au niveau de l'enfance qui doit être à peu près le même que tout le monde, avec les parties de Scrabble et de jeux de société avec grand-maman. Ça, c'était pour la petite enfance, mais il y a eu quelques événements qui sont apparus, qui ont fait que ça s'est surtout élargi au niveau des choix de jeu, on va dire. Du coup, tu peux un peu décrire un peu comment ça se passe, une soirée jeu de société de ton côté, quand est-ce que ça se passe aussi au Belvédère, etc. Alors, la particularité de ces soirées jeux, c'est que je vais, moi, sélectionner un certain nombre de jeux, dont des nouveautés, justement, que la Bulle reçoit régulièrement au niveau des sorties, grâce à leur distributeur. Et je vais, moi, étudier les règles, préparer les jeux. Et l'idée, justement, c'est qu'au lieu de se retrouver avec un jeu qu'on ne connaît pas entre les mains
et qu'on doit tout étudier, le livret, tout mettre en place et tout, le fait que moi je connaisse déjà tout ça, ça me permet de conseiller les gens sur le choix des jeux, de les accompagner à table pour la mise en place, pour l'explication des règles, et je les lâche qu'une fois qu'ils sont lancés dans le jeu et qu'ils ont compris et que ça roule. Ouais. Et du coup, en fait, tu passes tes journées à lire des manuels de jeu, à t'informer sur les nouvelles sorties, etc. C'est pas tous les jours, mais pour vous donner un exemple, vu qu'il y a eu la période Covid, un peu toutes les nouveautés sont restées stockées, ce qui fait que quand j'ai repris la première fois l'âge, j'en ai eu 12 à lire, à apprendre, à préparer pour l'événement. Ok. Et du coup, tu as un peu des styles de jeu que toi tu préfères organiser ou jouer? Alors moi personnellement justement j'ai des jeux qui me plaisent plus que d'autres, clairement. En fait je suis comme tout le monde somme toute. La seule différence c'est que même des jeux qui vont pas me plaire particulièrement à moi en tant que joueur, je vais quand même étudier les règles et les présenter. Bien sûr. Et puis donc dans la première partie en fait qu'on a enregistrée avec Arnaud, on a en fait identifié, suite à des travaux sociologiques aussi, on a identifié plusieurs types de jeux en fait. Des jeux qui jouent plus sur la compétition, sur l'aléatoire, sur justement cette capacité à mimer les choses, le mimétisme, et un espèce de vertige en fait qui dépasse un peu ta condition humaine, qui te donne beaucoup d'émotions, etc. Ce qui est par exemple visible dans des sauts en parachute qui sont considérés en tant que jeu, tu vois. Est-ce que toi tu vois un peu dans les jeux actuels quelle est la tendance un peu, tu vois? Est-ce que c'est plutôt de la compétition pure machin, ou est-ce que c'est un peu différent dans plusieurs endroits du monde, ou je sais pas, est-ce que tu peux réagir par rapport à ça dans ce que tu vois tous les jours? Alors bon, tous les jours, je croise pas 50 000 joueurs non plus, faut le dire, mais il y a de toute façon des tendances qui se dégagent, que ce soit déjà rien qu'au niveau des jeux qui ont la cote, on va dire, en ce moment. Parce que la gamme, par rapport... Pour prendre un petit historique, justement, quand moi-même j'étais enfant ou préadolescent, on avait peut-être 10-20 jeux à choix, des Ravensburger, des classiques, La Bonne Paye, le fameux Monopoly qui se décline dans 15 000 versions différentes. Indémodable, exactement. Mais maintenant, on est à plusieurs centaines de jeux qui sortent par année. Rien qu'en français et dans le circuit classique, avec les Kickstarter et autres, ça multiplie les chiffres, ce qui fait que la gamme de jeux auxquels les gens ont accès est énorme en ce moment. D'accord. Et du coup, est-ce que tu arrives à dire qu'est-ce qui est plutôt actuellement en fait, ce que les gens aiment jouer, que ce soit par exemple aux soirées que tu fais au Belvédère ou de manière générale, est-ce que les gens ils aiment bien être assis autour d'une table et jouer aux cartes, ou plutôt faire des jeux de rôle, ou qu'est-ce que c'est la tendance en fait pour ça maintenant? Qu'est-ce que les gens aiment faire en fait, et qui en fait vient jouer? Ça peut être aussi une question intéressante. Alors, pour le cas des âges des gens qui viennent jouer, vu que c'est le soir et dans un bar, ça va être plutôt des étudiants, universitaires, donc on part sur le jeune adulte, jusqu'à des personnes à la cinquantaine qui ont eux aussi gardé cette idée du jeu et qui vont profiter de l'occasion. Après, au niveau des tendances, jeux qui cartonnent pas mal en ce moment, c'est le Unlock par exemple. D'accord, moi je sais pas du tout ce que c'est, donc si tu arriverais à m'expliquer, je sais pas si toi Nathan tu connais. Non, pas du tout, je ne connais pas non plus. Bravo, vous n'êtes pas à la page. Alors on s'excuse, exactement. Ah, c'était facile. Donc le Unlock, c'est ça? Voilà, le Unlock, pour résumer, c'est une escape room.
D'accord. qui est aussi très à la mode en ce moment. C'est sorti il y a 4-5 ans, je pense, ce concept, et maintenant tout le monde en a déjà fait une au moins, donc exactement. Alors, ce qui est important de savoir, encore une fois, c'est que au final, les concepts existent depuis des dizaines d'années, mais c'était un peu des jeux de niche ou de spécialistes, comme on appelle ça. C'est que là, on voit de plus en plus justement ce genre de jeu s'ouvrir à un plus large public. Vous parliez de jeux de rôle, par exemple. Ça revient, Donjons et Dragons revient à la mode. Pourquoi ? Parce que dans Stranger Things, les gamins, ils y jouent. Oui, bien sûr. Voilà. C'est des phénomènes de mode en fait, et puis ça revient au goût du jour avec une série, un film, en fait, comme n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi un aliment par exemple qui a été vu quelque part, ou une voiture, ou ce genre de choses. C'est des cycles et ça revient à la mode comme ça, ouais. Et donc tu nous parlais du Unlock, pour revenir sur le sujet. Donc pour revenir sur le sujet, donc vu que le Unlock c'est basé sur l'escape room, qui du coup est à la mode en live comme ça, c'est un système en fait de cartes. Au lieu d'être dans une salle enfermée avec du matériel, vous allez plutôt avoir un paquet de cartes devant vous avec des indices à trouver dessus, et vous avez aussi 1 heure pour vous sortir de là. C'est ça, en fait, moi j'ai aussi l'impression que ce qui est en fait un peu escape room, murder party. Donc murder party, c'est en fait un jeu de rôle mimé en fait, un peu en temps réel. Et ce qui est aussi jeu de rôle sur table. Voilà, exactement. Ça revient pas mal à la mode. Là où peut-être, je crois dans les années 70, c'était extrêmement mal vu en fait de jouer à un jeu de rôle. Il y avait des histoires comme quoi c'était violent, etc., ou des choses comme ça, non ? En France, il y a eu une très mauvaise publicité dans les années fin 80, il me semble, avec l'affaire Carpentras. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est l'affaire, justement ? Donc l'affaire Carpentras, j'ai plus tous les détails en tête, ça date, mais c'était une profanation d'un cimetière juif en France. Et justement, les personnes qui l'ont fait, en plus de tous les problèmes psy qu'ils avaient, faisaient du jeu de rôle. Et du coup, vu qu'il faut toujours trouver un épouvantail pour juger la chose, voilà, comme il y a eu des cas avec les jeux vidéo ou les choses comme ça, et du coup, c'est que ça que les gens ont retenu. D'accord, en fait, ils ont été catégorisés parce qu'ils faisaient du jeu de rôle, ils ont fait ça, et du coup, c'est depuis cette date-là, ou bien même avant, en fait, c'était très mal perçu, et puis ça l'a juste mis en lumière, en fait, que c'était mal perçu. Ça a fait beaucoup de bruit dans le milieu, au final, à l'époque, parce que les gens qui connaissaient pas plus que ça, ça a été au final une affaire qui est passée, et rien de plus. Pour le milieu, justement, il y avait déjà une fédération française qui s'était formée à l'époque, qui du coup est un peu montée au créneau. Et chose intéressante, justement, c'est que l'inspecteur qui était sur cette affaire était lui-même rôliste. Donc il faisait lui aussi des jeux de rôle, ce qui fait que il a justement creusé ce côté-là pour expliquer justement non. Il y a d'autres facteurs qui font que ces jeunes l'ont fait. Et le fait qu'il faisait des jeux de rôle n'était qu'un élément autre, quoi, qui se rajoutait à ça. C'était, disons, ça a été ce côté mauvaise pub de l'époque. Après, partout, au final, aux États-Unis, vu qu'ils sont relativement puritains sur certains sujets, il y a eu des jeux de rôle français qui ont été censurés quand ils sont passés aux États-Unis, des choses comme ça. Donc, il y a toujours ce côté un peu sulfureux qui peut être derrière, des organisations chrétiennes qui justement, comme ils l'ont fait avec Harry Potter, qui du coup est un magicien, donc un sataniste, ils ont fait pareil sur ces jeux-là. Donc il y a toujours moyen de crocher dessus, mais ça a toujours été relativement infondé. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents.
peut-être pour conclure, ou un peu avant de conclure, moi j'avais une question un peu personnelle à te poser. Donc je me suis demandé, en ayant appris aussi un peu à te connaître, quel était en fait ton jeu préféré à toi qui en connaît autant, et pourquoi? Et si t'en as un, enfin quelle est ta réponse à cette question? Alors disons que j'en ai plusieurs, parce que vu qu'il y a différents styles au final, et puis que moi-même je touche un peu à toutes les gammes de jeux au final, j'ai plusieurs préférences qui vont se faire. Pour parler jeux de rôle, ça va être l'Appel de Cthulhu. Ouais. L'Appel de Cthulhu, c'est donc un univers jeu de rôle qui est justement inspiré de H.P. Lovecraft. Exact. Un auteur anglais qui fait de l'horreur en fait. Américain. Ah oui, pardon, américain, oui. Et du coup, il y a des jeux de plateau dans cet univers-là aussi qui sont très narratifs, très immersifs, que j'aime beaucoup. Sinon, un que j'aime beaucoup aussi, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil, qui lui c'est une série de petits livrets où on va avoir un meurtre ou un vol, vraiment des histoires très Sherlock qui vont apparaître, et on va devoir enquêter sur ces affaires. Donc un jeu coopératif où on va beaucoup lire et beaucoup se creuser la tête pour imaginer ce qui s'est passé. Merci beaucoup Thierry d'être venu discuter un peu avec nous, même si cette discussion elle a un peu parti dans tous les sens, mais c'était aussi un peu le but. Donc tu viens au Centre Freeze animer une soirée jeu mardi 29 septembre, donc demain. On se réjouit de t'y voir, et du coup vous qui écoutez ce podcast, venez nombreux et nombreuses, parce que ça va vraiment être sympa. Il y aura beaucoup de jeux justement, et quelques petites bières au bar, voilà. Merci d'avoir écouté le 2e épisode du Pod Freeze, et merci aussi à Thierry d'avoir participé à cet épisode. Merci aussi à Nathan. Et de notre côté, on vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine, et on se réjouit de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram @CentreFreeze pour ne pas louper nos événements. Ciao! Ciao! Est-ce que tu as un mot de la fin spécifique? C'est le mot de la fin. La patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. Ok. Ça, c'est parce que je suis à fond sur Kaamelott en ce moment, vu que j'attends la sortie du film. Ah ouais, bien sûr. Ouais, je suis au taquet. Ouais, je suis aussi pas mal au taquet sur Kaamelott. Mais on a des nouvelles ou pas? Là, la dernière date, c'est le 25.